Voilà, bonjour et bienvenue à tous à l'e-tour des métiers de l'EFP. Pour cet atelier sur les métiers de la comptabilité et des assurances. Petit mot avant de commencer. Vous êtes arrivés avec les micros et la caméra coupés. Pour le public, nous vous demandons de garder vos micros et caméras coupés durant toute la durée de cet atelier pour garantir bien sûr la bonne qualité des échanges. Mais par contre, vous pouvez quand même nous poser vos questions par écrit via l'espace de conversation qui se trouve normalement en bas de l'écran. Voilà, donc nous répondrons à vos questions par écrit. C'est mes collègues Sylvain et Caroline qui s'occuperont de vous répondre, ou les questions seront relayées à la fin de l'atelier pour un échange direct avec nos intervenants. Alors, je vais commencer par vous expliquer le programme de l'atelier. Donc, après ce bref accueil, nous allons présenter les différents métiers, l'organisation des formations et des stages qui vont avec. Et enfin, nous terminerons par les questions-réponses. Quelques minutes pour répondre à toutes vos questions et une petite conclusion évidemment avec un sondage pour pouvoir nous améliorer par la suite et demander votre avis. Alors, j'admets encore les personnes qui arrivent, voilà, et nous enchaînons. Alors, nos invités. Alors, avec nous, nous avons nos formateurs, les formateurs de l'EFP, Carmelo Terrassi, qui nous parlera du métier de courtier d'assurance, et Serge Lyon, qui nous parlera du métier d'expert comptable. Également avec nous, un représentant du secteur de l'ITA et de la CBC, donc Marc Van Turnhout, et enfin le personnel de l'EFP et du SFPME, donc ma collègue Vinciane Hervé et Myriam Digonnet. Donc elles nous parleront respectivement de l'organisation de la formation et de la pratique en entreprise, donc les stages. Et enfin moi-même, j'anime cet atelier. Alors, pour le premier métier, candidat courtier d'assurance, hem, monsieur Terrassi, est-ce que, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Alors, il faut juste que le micro. Voilà, Ouais, excusez-moi. ouais, Heu, parfait. ouais, c'est mieux avec le son effectivement. Voilà, mon nom est Terrassi, donc moi je suis courtier en assurance depuis, maintenant 17 ans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est un métier, passionnant parce qu'on a affaire à tous les types de personnes, à tous les métiers, à toutes les couches de la population. On peut avoir rendez-vous avec, monsieur, madame et les enfants en début de matinée et terminer dans un conseil d'administration à 17h d'une grande entreprise, pour, gérer le portefeuille assurance de ces gens, et il faut aussi faire face, à tout ce qui est sinistre, et il faut aider les gens et les accompagner. C'est pas le tout de leur vendre des produits d'assurance, j'estime et j'aime dire que, notre métier, c'est vraiment faire du risk management, et c'est vraiment accompagner les clients, que ça soit des particuliers ou des professionnels d'ailleurs, en leur proposant des réponses assurantielles aux risques qu'ils encourent, tant dans leur vie privée que, au niveau de leur entreprise. Voilà, ça c'est en quoi consiste notre métier, et donc c'est pas seulement vendre des produits comme beaucoup de gens peuvent le penser, c'est vraiment accompagner les gens, du début à la fin, donc de la souscription à la gestion du sinistre, et en leur proposant des solutions sur mesure évidemment. Hem et donc on ne sait pas à l'avance à qui on a affaire et ce qu'on va leur proposer, ce qui est totalement passionnant dans mon métier. Voilà. Merci. Est-ce que, il y a des avantages ou des contraintes spécifiques? Alors, les contraintes spécifiques, on va commencer par ce qui est peut-être un petit peu plus désagréable, c'est effectivement, on n'a pas d'horaire, et que, voilà, comme beaucoup d'indépendants, mais a fortiori dans notre métier, c'est peut-être plus important parce on converse et on communique avec les compagnies d'assurance pendant les heures d'ouverture du bureau, certes. Avec certains clients, c'est évident, mais beaucoup de clients, c'est en dehors des heures normales de bureau, puisqu'évidemment, ils travaillent eux-mêmes la journée, et on va en rendez-vous, on va chez eux. Donc, il y a un aspect quand même au niveau horaire, je veux dire, un peu plus contraignant. Et il y a aussi un autre aspect qui, pour certains, est contraignant,
mais qui pour moi est plutôt une force, c'est l'aspect formatif où il faut évidemment se former constamment et l'assurance est une matière qui est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de changements dans notre secteur et donc il faut toujours être up-to-date et aller chercher des formations pour pas raconter de bêtises et pour être au fait de ce qui se passe. Voilà. Et pour les avantages, ben, c'est qu'on a quand même un métier passionnant où, comme je le disais, on a affaire à toutes les couches de la population. Euh, Ça va de l'ouvrier au chef d'entreprise, au ministre et enfin bon voilà, donc c'est très varié. On apprend beaucoup de choses. On s'enrichit tous les jours, et je parle intellectuellement parlant, évidemment. Et puis l'autre aspect, c'est que, bien sûr, on gagne bien notre vie et on a encore un secteur qui a été relativement épargné, notamment pendant la crise Covid. Donc voilà, donc c'est sympathique à plein d'aspects. Et puis on arrange notre temps comme on veut aussi, ce qui aujourd'hui est tout de même un luxe. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect Ah, positif. super, merci. Et je pense que j'ai sauté une question, mais justement, ça s'enchaîne bien sur comment se déroule une journée type. Ben, il n'y en a pas, en fait. Voilà, et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est que justement, un jour n'est pas l'autre. Ce qu'il y a de plus fixe dans ma vie professionnelle, c'est les cours que je donne à l'EFPME, parce que là, je sais quand je les donne, à quelle heure, et voilà. Mais pour le reste, je ne sais pas. C'est toujours la course. Voilà, et puis, en fonction de ce qui se passe et des impondérables qui sont rencontrés par nos clients et des réponses qu'on doit leur donner pour les aider, évidemment, une journée type, ça n'existe pas, ça peut changer beaucoup. Voilà, par exemple, pendant les inondations en juillet, je me suis retrouvé à Liège pour aider des confrères. Et pour certains clients à moi aussi d'ailleurs, jamais j'aurais imaginé que j'aurais passé mon temps à Liège à gérer des inondations pareilles en Belgique. Voilà, et puis à d'autres moments, vous vous retrouvez, comme je l'ai dit, chez un client tout à fait, je veux dire, lambda, monsieur, madame, tout le monde, et puis ça débouche sur autre chose en fin de journée. Donc vraiment, c'est ça qui est vraiment très agréable, c'est qu'il y a quand même une dynamique dans notre métier qui fait qu'on n'est pas toujours au même endroit, on n'est pas toujours en train de faire la même chose et il n'y a pas de redondance. Après, comme dans tous les métiers, il y a évidemment des tâches impératives qu'on doit faire au niveau administratif qui sont plus redondantes. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de journée type. Voilà, ça bouge tout le temps. Ok, merci. Et dernière question, qui n'est pas notée ici, mais un petit mot peut-être sur les débouchés, les différents débouchés liés à ce métier. Alors, via ce métier, vous avez l'opportunité de faire ce qui est pour moi le plus beau métier du monde, qui est courtier en assurance et donc conseiller en assurance, soit dans un bureau de courtage, soit auprès d'une agence bancaire, soit auprès d'un agent d'assurance qui travaille, on va dire, monomarque. Alors, on va appeler ça un agent d'assurance. Un courtier, c'est quelqu'un qui travaille avec plusieurs compagnies. Et un agent bancaire, c'est quelqu'un qui travaille sous la marque d'une banque et qui vend de l'assurance. Ça, c'est une possibilité, mais vous avez la possibilité aussi d'être employé dans une compagnie d'assurance et de faire carrière en compagnie d'assurance. Et là, évidemment, c'est moins généraliste puisque vous allez plutôt cantonné à faire, par exemple, de la production auto ou de la gestion sinistre incendie. Et donc, ça devient vraiment des techniciens dans une branche, tandis que le courtage en assurance, ben là, c'est beaucoup plus vaste et on doit toucher à tout. Voilà, donc il y a tous ces débouchés-là. Ok, merci. Alors, nous allons passer donc à l'explication de la formation et de la pratique en entreprise. Oui, voilà, bonjour. Alors, ce métier de candidat courtier en assurance, vous pouvez vous y inscrire et en tout cas devenir candidat courtier en assurance en 2 années de formation à l'EFP. Les conditions d'admission pour ce métier est le CESS. Donc là, vous devez avoir le certificat d'enseignement secondaire supérieur et sans dérogation possible, puisque c'est une demande du secteur et de la FSMA. Vous devrez fournir le CESS si vous voulez exercer ce métier. Et donc, il n'y a pas d'examen d'entrée possible, mais vraiment, il faut le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Au niveau des horaires, c'est des cours du soir à raison de 2 voire 3 fois semaine, donc de 18h à 21h30. Au niveau du stage, alors le stage, vous le voyez ici, n'est pas obligatoire, mais il est vraiment vivement conseillé. Si vous souhaitez vraiment devenir pro dans le courtage en assurance, vraiment,
il n'y a pas de choix. Je pense que c'est important de passer par un stage rémunéré. Et le diplôme qu'on va vous délivrer, c'est un diplôme chef d'entreprise qui vous permettra de devenir courtier, et également un diplôme de gestion. Alors, il faut juste savoir que vous aurez, en plus de ça, vous devrez présenter des examens auprès de Febelfin, puisque pour devenir courtier en assurance, vous allez devoir fournir des attestations à la FSMA, qui sont des attestations. Et pour obtenir cet agrément, en fait, vous pouvez passer via nous, puisque nous organisons ces examens au sein de l'EFP. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Myriam, comme ça tu peux peut-être expliquer en quoi consiste le stage rémunéré, parce que vraiment je pense que c'est une très belle opportunité pour nos futurs étudiants. Oui, bonsoir à tous. Ces informations concernent aussi bien le stage rémunéré en candidat courtier d'assurance que pour la formation expert comptable et conseiller fiscal, hein. Mais effectivement, en étant auditeur à l'EFP, vous avez la possibilité d'effectuer un stage en alternance au moyen d'une convention de stage encadrée par un délégué à la tutelle du SFPME. Cette convention de stage, c'est un contrat de 38 heures par semaine, heures de cours comprises. Concrètement, cela signifie que si vous avez 2 jours de cours à l'EFP, alors vous irez travailler 3 jours en entreprise. Durant les congés scolaires, comme vous n'avez pas cours, vous devez aller travailler toute la semaine chez votre patron formateur. C'est le cas pour toutes les vacances scolaires, juillet et août également. Concernant les jours de congé, vous êtes assimilé à un employé et vous avez donc le droit à 20 jours de congé par an. La contrepartie, c'est que vous êtes rémunéré. Vous percevez 482 € net par mois la première année de formation, 816 € la deuxième année et 965 € la troisième et dernière année de formation. Alors, le stage en alternance est vivement conseillé en formation candidat courtier d'assurance, et on y reviendra, il est obligatoire en formation candidat expert comptable et conseiller fiscal. Les avantages de la formation pratique en entreprise, eh bien, c'est se rendre compte de la réalité du métier, mieux comprendre le métier et valider son projet professionnel. C'est également un excellent moyen d'insertion professionnelle. Parfois, il y a une possibilité d'être engagé par le patron formateur chez qui vous avez fait votre stage. Et enfin, c'est une expérience de terrain qui est un gros plus sur un CV. Pour trouver un stage, le délégué à la tutelle peut vous aider en vous donnant une liste de patrons avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et qui sont à la recherche de stagiaires. Ok, super, merci. Alors, on va passer au métier suivant, donc le deuxième et dernier métier. Donc, candidat expert comptable, conseiller fiscaliste certifié niveau 1 et 2. Donc, pour cela, je donne la parole à Monsieur Serge Lyon. Bonjour à tous. Donc, un peu comme M. Terrassi, je voudrais juste vous parler dans l'absolu des professionnels du chiffre, hein, comme nous sommes généralement appelés. Le métier est évidemment très vaste puisqu'il inclut les comptables, les chefs comptables, les directions financières, mais aussi des gens qui font du contrôle de gestion, du contrôle budgétaire. L'intérêt est évidemment d'avoir une vraie attirance pour les chiffres et avoir la volonté toujours de produire des chiffres qui sont corrects, c'est-à-dire qui traduisent une réalité économique, ou bien de faire parler des chiffres que l'on vous donne pour expliquer ce qui se passe, quelle est la réalité économique qui se cache derrière ces chiffres. Tout ça pour bien faire comprendre à nos auditeurs actuels ou les gens qui nous écoutent plutôt que ces professions sont des professions dont il faut régulièrement redonner la noblesse dans la mesure où
souvent l'on pense que le comptable est quelqu'un qui fait des enregistrements, procède à des enregistrements dans un ordinateur, sans beaucoup comprendre ce qu'il fait et sans beaucoup de finalité. Je voudrais évidemment tordre le cou à ce canard, pour reprendre une expression qui a été utilisée il n'y a pas longtemps par le président Macron et que j'aime beaucoup. Il faut vraiment, vraiment, vraiment redonner, comme je viens de dire, la noblesse à ces métiers 10 chiffres qui sont assez extraordinaires dans la mesure où ces compétences sont réellement demandées et elles sont manquantes à beaucoup de niveaux dans les entreprises. Quand je dis dans les entreprises, ça peut être dans des ASBL. Beaucoup de gens dans les ASBL viennent avec des questions du type « on a de la trésorerie » ou plutôt « on n'a pas la trésorerie, mais on nous dit qu'on a du bénéfice ». Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent? L'expert comptable ou le comptable ou n'importe quel professionnel du chiffre est toujours apte à apporter les réponses à ces questions combien importantes pour faire évoluer plutôt les entreprises dans la bonne direction. Donc, très clairement, le professionnel du chiffre, au sens large encore une fois, est quelqu'un qui va apporter les réponses attendues, tant un peu comme disait Monsieur Terrassi tantôt, tant à la personne physique qui souhaite, par exemple, payer moins d'impôts, optimaliser sa situation qu'au chef d'entreprise, au patron de PME ou bien même dans les multinationales, évidemment, en termes de contrôle de gestion, en termes d'établissement de budget, c'est évidemment infiniment large. Je pense que je vais tout de suite passer la parole à mon confrère et ami Marc Van Turnhout, qui d'emblée va certainement compléter mon propos. Oui, je passerai la parole juste après. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur la journée type, s'il y en a une? Comment se passe? De la journée type, aussi également, comme M. Terrassi l'a dit, donc, il n'y a pas vraiment de journée type dans la mesure où vos interlocuteurs sont complètement différents. Si votre interlocuteur est une personne physique, c'est très comparable. C'est pour ça que c'est judicieux de la part de l'AFP de présenter ces deux métiers de service en même temps, dans la mesure où il y a des points communs, très clairement, puisque le public auquel nous nous adressons est très large. Ça peut être, comme M. Terrassi l'a dit, un conseil d'administration d'une entreprise ou d'une ASBL, mais ça peut être aussi monsieur ou madame tout le monde qui vient chercher des conseils. Donc, ça sont des entreprises de services qui offrent réellement des journées de travail infiniment diversifiées, je vais dire. OK. Et juste ici pour terminer, les avantages et les contraintes du métier, est-ce que… Alors, les avantages sont très, très certainement cette diversification, sont très certainement le fait de pouvoir vous prévaloir d'avoir une technicité en main. Les gens viennent chercher des solutions et ils repartent de chez vous avec les solutions qu'ils attendent ou différents schémas qui leur permettent de réfléchir pour enfin choisir la meilleure des solutions. Donc ça, c'est certainement l'avantage, la diversité, on l'a dit. Le désavantage est très certainement aussi, et de façon transparente, un petit peu ce qu'on appelle dans notre métier les peak periods, c'est-à-dire les périodes de grande activité, puisque nos métiers sont quand même cadencés par les rythmes des obligations sociales et fiscales. Et donc, quand vous êtes en période de TVA, il est exclu d'aller trouver votre employeur et de lui dire que vous comptez partir en vacances. Ça n'est pas le bon moment. Donc, tous les gens dans le métier savent qu'il faut vivre avec ça. Il y a des périodes qui sont un peu plus chargées. Et puis, tout le monde aussi, lorsque ces périodes sont passées, tout le monde aussi après part en congé avec le sentiment d'avoir accompli la tâche qui est la leur. Mais ces périodes-là sont des périodes assez ardues. On vit avec ça, ça fait partie du métier. OK, merci. Je vous en Très prie. bonne explication. Alors, je vais peut-être, avant de parler de la formation, peut-être directement donner la parole au secteur, comme parce que justement, vous en parliez. Monsieur Van Turnhout. Oui,
Voilà, bonjour, merci Serge pour cette explication. Donc, en fait, ici, personnellement, je suis arrivé un jour à la CBC parce que j'avais racheté une fiduciaire et que l'Institut des comptables venait d'être créé. Vous voyez, donc la CBC était déjà là à la création de l'Institut des experts comptables et a toujours fait partie d'ailleurs des jurys. Et donc, il y a un lien indéfectible entre la CBC et l'Institut. Et donc, ici, moi-même, j'ai fait les cours à la CBC et puis je suis devenu professeur. Disons que le métier de la fiduciaire, hein, comme Serge l'a expliqué, puisqu'il y a évidemment des personnes qui sont plutôt dans les grandes entreprises, et il y a également des personnes qui font ce métier comme expert comptable indépendant ou comme conseiller fiscal. Et donc, c'est un métier très varié, évidemment, puisqu'on travaille à la fois pour une grande société, le lendemain pour un coiffeur ou pour un taxi ou un médecin. Et ça va évidemment dans toutes les étapes des entreprises, de la création jusqu'à la liquidation de la société, puisque cette période de crise vient de nous démontrer où on a énormément accompagné les entrepreneurs dans la difficulté, dans l'obtention de subsides, dans la recherche de solutions, de plans financiers pour tenir le coup alors qu'ils ne savaient plus, disons, réaliser toutes les ventes qu'ils espéraient. Donc voilà, tout ça, c'est… Donc alors notre métier touche à la compta, mais aussi à la fiscalité, au domaine social. Hein. On doit optimiser les salaires, on doit optimiser la pension, touche aussi à l'administration. Il faut évidemment, lorsqu'une entreprise déménage, il faut faire des publications au Moniteur belge, il faut envoyer des formulaires. Il y a également des conseils parce que de plus en plus, on donne des conseils sur le développement des entreprises ou lors de la cession. Par exemple, on a un client de 60 ans qui veut céder, on va l'accompagner à la cession de son entreprise. Et l'aspect juridique, évidemment, est aussi assez important. Alors, au niveau du marché du travail, on peut dire que les experts comptables se plaignent de ne pas trouver assez de candidats. Donc, c'est vraiment un métier en pénurie, et je pense à Bruxelles depuis au moins 10 ans. Et donc là, on est vraiment en manque de personnes qui ont cette fibre, qui ont envie de… Alors, il ne faut pas nécessairement être excessivement bon en mathématiques financières. Hein, c'est pas… Évidemment, il y a un examen à passer, mais je veux dire, on ne passe pas son temps, on a quand même on utilise des tableurs, etc. On a des logiciels. Donc, il faut surtout avoir un bon esprit de déduction. Hein. Il faut aussi ne pas avoir peur de compter ses heures, hein, parce que, comme ici le collègue, l'assureur, on ne sait jamais non plus quand on a fini. On peut évidemment un peu s'organiser, mais on a quand même énormément de travail, de pain sur la planche. Et bon, les indépendants, certains arrêtent à 7 heures et puis ils voudraient voir leur comptable à 7h30 du soir. Donc, voilà, c'est parfois un petit peu dur. Mais par contre, c'est gratifiant. Les rémunérations sont très, très correctes, puisque comme il y a pénurie, forcément, il y a c'est le jeu de l'offre et de la demande. Alors, au niveau de l'avenir de ces métiers, c'est-à-dire que la comptabilisation est passée dans un mode de plus en plus digital. Donc, aujourd'hui, on est passé à 75% des factures qui sont saisies de manière digitale. Bien entendu, après la pandémie, on a tous dû se digitaliser. Donc là, il y a une énorme avancée dans le secteur. Mais bon, il y a quand même encore beaucoup de travail au traitement, puisque la fiscalité belge est compliquée. Elle se réalise à travers une vision régionale, comme pour les immeubles ou les voitures, à travers une version nationale pour la Belgique et une version européenne pour l'Europe, puisque donc la fiscalité est vraiment très compliquée. Donc, le conseil aussi, je pense que les grands cabinets européens comme Roland Berger disent d'ailleurs que les métiers de conseil ne seront jamais remplacés par des robots. Je pense qu'il y a un moment où notre transversalité de connaissances fait en sorte qu'on aide les gens, puis on recopie parfois un système. On a peut-être aidé un imprimeur il y a 10 ans, aujourd'hui un imprimeur vient chez nous, on connaît ce métier-là, donc on va sans doute aller vers des spécialisations, on va sans doute aller vers des choix. Il y a donc, comme on appelle chez nous, les experts comptables indépendants, certifiés ou non. Certifiés, c'est quand ils font des certifications des comptes ou quand ils font certaines missions spéciales. Hein. On aura aussi, par exemple, les Men in Business qui sont en fait des experts comptables ou des conseillers fiscaux, mais qui sont en entreprise, hein, qui travaillent à la banque ou dans une compagnie d'assurance ou une grande entreprise. Et là, on a donc le conseiller fiscal qui, lui, est vraiment s'occuper des matières fiscales, ne fait pas des bilans. On est plus dans le domaine juridique, il côtoie parfois un petit peu le monde des avocats. Voilà, je crois que donc l'avenir, il y en a, il n'y a pas de souci. C'est pas facile, il faut savoir pas mal étudier.
mais c'est très gratifiant. On aide beaucoup les gens. On est un peu un médecin généraliste de l'entreprise, comme ça. Donc, on est assez proche des gens. On a une bonne relation de confiance avec les clients. Ça, c'est très intéressant. Et on apprend toujours avec l'un pour après expliquer à l'autre. Donc, voilà, d'un autre côté, cette gratification, elle est vraiment là. Il faut juste tomber pas dans le piège de trop travailler, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'on a comme problème dans les professions libérales. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui. Je vais peut-être intervenir, si tu veux bien, Benoît, pour m'adresser à Monsieur Van der Noot. Tu parlais il y a 2 minutes de médecin et finalement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'ITA, puisque pour exercer le métier d'expert comptable, il doit y avoir un agrément qui est un peu un numéro, comme on pourrait les avoir chez un médecin, hein, Oui, mais mais chez nous, qui est c'est pas délivré l'INAMI. par l'ITA. Voilà, c'est pas Voilà. pas Chez nous, l'INAMI, c'est mais pas c'est l'ITA. l'INAMI, c'est l'ITA. Voilà. Et donc, comme tu es le représentant aujourd'hui de l'ITA, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce parcours ITA? Voilà, alors donc pour faire bref, on va dire, il y a en Belgique, avant il y avait 3 instituts, donc d'abord l'Institut des réviseurs qui a été créé il y a plus de 50 ans, puis dans les années 70, on a eu l'Institut des experts comptables, et puis dans les années 90, on a eu l'Institut des comptables. Donc ça faisait un petit peu compliqué, puisqu'en France, il n'y a qu'un seul métier, hein, c'est réviseur et commissaire aux comptes. Chez nous, il y avait 3 instituts, 3 règlements, 3 déontologies, tout ça avec des distinctions français et néerlandais, donc ça faisait un peu compliqué. Il y a eu quelques tentatives de fusion et donc il y a 2 ans et demi, on a pu fusionner l'Institut des comptables, l'IPCF, avec l'IEC, l'Institut des experts comptables, qui est devenu l'ITA, donc l'Institute for Tax Advisor and Accountant, vous voyez, avec une vision internationale. Donc c'est une chose qui est très très bien, puisque cet institut maintenant est plus gros, il a quand même près de 15 000 membres, plus 20 000 collaborateurs, donc on représente plus de 35 000 personnes, ce qui veut dire qu'on est un secteur représentatif au sein de l'économie, de plus en plus approché par les cabinets ministériels pour être écouté. Donc l'ITA s'organise à la fois pour le monde économique, mais s'organise aussi pour ses stagiaires. Et donc il est clair qu'ici, il y a un accord avec CBC, EFP et ITA pour que le parcours qui est suivi à la Chambre belge des comptables et à l'EFP, qui est un parcours connu, où les formateurs sont des gens du métier ou de métiers proches, qui pratiquent tous les jours, c'est très important, c'est les sélections qu'on fait avec les formateurs, et donc vous prépare sur la durée qui est prévue en fonction du diplôme que vous voulez avoir, à rentrer à l'Institut et à pouvoir aller à l'examen d'entrée. Alors, il y aura toujours une petite chose ou l'autre qui manque, hein, forcément, mais d'un autre côté, vous pouvez rentrer et vous allez après un parcours qui peut aller entre minimum 3 ans, maximum 5 ans, en fonction de certaines compétences que vous aurez acquises ou que vous devez encore avoir. Mais donc voilà, c'est ça, la porte est ouverte à rentrer dans la profession. Et donc la CBC il y a toujours ouvert la porte des instituts et donc l'accès à cette profession d'expert comptable ou de conseil fiscal. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'ITA sera présente lors de notre e-tour des métiers présentiels, essentiellement l'après-midi vers 13h30. Il y aura une information de l'ITA dans nos locaux. Et donc, vraiment, pour ceux qui souhaitent s'engager dans ce métier, vraiment, je les invite à venir écouter ces deux personnes qui seront présentes avec nous dimanche après-midi, donc 13h30 pour cette séance d'information de l'ITA et du parcours qui vous attend par la suite. Oui, je veux aussi, Vinciane, dire que de toute façon, ces études donnent un avantage, c'est qu'à contrario d'études académiques, hein, vous pouvez très bien aller étudier l'économie à l'université dans un auditoire en prenant des notes et puis en étudiant et puis en passant à autre chose, mais il y a un manque de concret là. En fait, ici, le grand avantage, c'est qu'avec cette version 2 jours à la CBC-EFP, 3 jours chez un professionnel du chiffre, vous allez vraiment apprendre un métier, vous allez avoir des factures en main, vous allez avoir des extraits de banque en main, des comptabilités entreprises, des cas de figure, et donc c'est comme ça qu'on apprend. Parce que malheureusement, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes qui arrivaient au cabinet pour venir travailler chez nous, et j'avais fait l'université, ben oui, voilà, il savait me dire plein de choses sur l'histoire, sur Keynes, sur le nombre de députés au Parlement européen, mais ça c'est très bien, les sciences économiques, je les respecte, il n'y a aucun problème, mais pour faire un métier,
il faut avoir ses mains dans le cambouis, quoi. Il faut apprendre ce métier en pratiquant tous les jours. Et la grande chance ici, c'est que pendant 3 ans, vous pratiquez ce métier, vous allez faire des bilans, vous allez préparer des déclarations fiscales. Et donc, quand vous passerez un examen, ben, ce sera du concret, quoi. Vous pourrez dire, tiens, oui, mais ça, je l'ai déjà fait dans quel cas. Et ça, c'est un énorme avantage de la formation en alternance. Merci. Alors, justement, la formation, on y revient. Donc, Vinciane, est-ce que tu peux nous dire comment celle-ci s'organise? Oui, alors je vais vous parler plutôt du parcours, hein. Donc, vous voyez que la formation au candidat expert comptable, conseiller, fiscaliste certifié, c'est un très, très, très long intitulé. Il y a un niveau 1, un niveau 2. Donc, le niveau 1, donc c'est vraiment un parcours avec une sortie possible après 3 ans. C'est une sortie possible qui vous permet déjà de vous inscrire à l'ITA, mais qui ne vous donne pas éventuellement toutes les dispenses nécessaires. Une 3e année pour obtenir le niveau 2. Les conditions d'admission, évidemment, sont différentes en fonction du parcours. Donc, le niveau 1, pour entrer dans les 3 ans, les 3 premières années, vous devez avoir un CESS, donc certificat d'enseignement secondaire supérieur. Si vous ne l'avez pas de souci, il y a également un examen d'entrée que vous pouvez présenter à l'EFP. C'est un examen d'admission conditions CESS. Pour les admissions au niveau 2, alors soit vous avez fait le diplôme chef d'entreprise, candidat, stagiaire comptable niveau 1, et là, ça vous permet de rentrer dans le niveau 2, ou alors vous avez un diplôme qui est reconnu pour l'entrée à l'ITA. Donc, je ne vais pas les énumérer ici, il y en a toute une série, donc des masters, des bacheliers, etc. Mais voilà, je ne peux pas vous les détailler ici. Donc, voilà, vous pouvez les retrouver, je pense, sur notre site et sur la fiche métier. Au niveau du diplôme, après le niveau 1, vous obtenez un diplôme chef d'entreprise et un diplôme de gestion de base. Et puis, après le niveau 2, un 2e diplôme, chef d'entreprise niveau 2, qui vous donne évidemment un maximum de dispenses aux examens d'entrée à l'ITA. Au niveau de la pratique, alors la pratique en entreprise pour ce métier est obligatoire. Vraiment, elle est obligatoire. On insiste énormément. C'est comme vous l'a dit Monsieur Van Turnhout tout à l'heure. Vraiment, c'est sur le terrain que vous allez apprendre votre métier. Possibilité évidemment pour ceux qui travailleraient déjà en entreprise, mais voilà, d'être dispensés, mais cette pratique, elle est obligatoire. Voilà, je peux peut-être passer la parole à Myriam, puisque ce sont des stagiaires que tu connais bien, puisque tu les suis actuellement à l'EFP. Donc, voilà, tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à ces stages dans ce métier. Oui, Vinciane, comme tu le dis si bien, la pratique en entreprise est obligatoire pour la première, 2e et 3e année de formation. Donc ça, c'est Et 4e aussi. Et 4e, oui, il ne faut pas l'oublier, la 4e année. Petite information supplémentaire concernant le stage. Sachez que vous pouvez faire un stage dans une fiduciaire ou un stage dans une entreprise commerciale au sein d'un service comptable. Notez bien que le stage dans un service comptable interne à une entreprise sera accepté pour la première année de formation. Pour la 2e année de formation, alors il faudra que l'entreprise nous garantisse qu'elle va confier aux stagiaires des tâches du niveau de 2e année. Et pour la 3e année de formation, le stage se fait d'office dans une fiduciaire. Voilà, ça c'est très important à savoir. Merci. Alors, je pense que c'était assez complet, mais s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y revient justement maintenant. Donc, hop, nous sommes donc dans le moment des questions-réponses. Alors, est-ce que Caroline ou Sylvain, est-ce que vous avez relevé des questions? Oui, oui, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si Sylvain veut prendre la parole ou si je commence, peu importe. Comme tu veux, Caroline, je t'en prie. Tu peux peut-être relayer les questions par rapport à la comptabilité, peut-être? Ok.
Oui. Il y a une première question de Pierre qui demande quel est le salaire d'un expert comptable stagiaire salarié débutant. Alors, qui est-ce qui pourrait répondre à cette Il y question? a d'abord le fait d'être stagiaire CBC, ben là, c'est la convention classe moyenne qui est prévue par ordonnance bruxelloise. Hein, donc là, vous pouvez le rappeler. Donc on est à 980, je crois, la première année, puisqu'il faut quand même savoir que l'auditeur, il va aller 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Donc il est payé que pour être 3 jours là. Et qu'évidemment, beaucoup de temps est consacré à sa formation. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine augmentation. Après, il y a une deuxième étape où là, évidemment, une fois qu'il a réussi, il va aussi devoir faire un stage, mais alors à l'ITA. Donc là, évidemment, ça, c'est une convention qui va se réaliser entre une fiduciaire, le maître de stage en général, et le stagiaire. Là, évidemment, on va aller sur des montants beaucoup plus hauts, probablement. On va commencer à plus ou moins 20, 25 euros, puis ça va monter à 30, 35 euros de l'heure. Ça dépend un peu de la qualité de la personne, dans quel bureau, dans quel contexte, pour quel type d'entreprise. Hein. Ça dépend aussi des bureaux à Bruxelles, les bureaux à Charleroi, le tarif est plus haut, le plus bas, le tarif, à Anvers, le tarif est plus haut. Donc là, c'est un petit peu à voir. C'est une question d'individu à individu, mais ça reste des montants qui sont tout à fait raisonnables. Il faut voir si c'est comme salarié ou comme indépendant. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça, en tout cas, quand on est dans la deuxième étape de stage. Peut-être que Myriam peut peut-être rappeler les barèmes en tant que stagiaire EFP CVC chez nous. Tout à fait. Donc, un stagiaire en première année de formation, le salaire est de 482 € net par mois. En deuxième année de formation, 816 €. Et en troisième ou quatrième année de formation, 965 €. Et donc, je pense qu'on peut dire, hein, Myriam, que ces montants sont des montants minimums. Oui, Et que parfois, en fonction de la satisfaction éventuelle d'un patron, il peut aller un peu au-delà s'il est oui, vraiment il peut donner content de des son avantages stagiaire. aussi, Et il peut donc, donner des… comme Marc le disait, c'est aussi une question de personne à personne. Et voilà. Mais en tout cas, au minimum, Madame Digonnet vous a donné les barèmes. Voilà. Alors, il y a un gros avantage aussi, puisque la fiscalité a été adaptée, c'est-à-dire que les montants de la rémunération en alternance sont enlevés des montants des ressources pour le fait d'avoir encore les enfants à charge pour les parents. Et ça, c'est très intéressant. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on je pense. a Iman, toujours pour la formation d'expert comptable, qui nous demande si le stage est intégré dans le programme et s'il y a de l'aide pour la recherche de stage ou s'il faut chercher le stage par soi-même. Donc, oui, je peux peut-être réagir sur la recherche de stage. Donc, c'est vraiment à l'auditeur de trouver le stage. Donc, c'est à l'auditeur de candidater. Maintenant, le délégué à la tutelle fournit une aide puisqu'il fournit une liste d'offres de stage de patrons qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et dans cette formation d'expert comptable et conseiller fiscal, honnêtement, la liste est quand même bien fournie. Maintenant, à chaque auditeur de soigner son CV, de passer les entretiens, et puis pour multiplier vos chances d'être présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Voilà, c'est vraiment le patron qui aura la décision finale quant au recrutement du stagiaire. Mais oui, une aide est fournie. On peut aussi faire une relecture de votre CV, une relecture de votre lettre de motivation. Et alors, n'hésitez pas à nous contacter. Quand je dis nous, c'est les délégués à la tutelle. Nous contacter régulièrement pendant votre recherche de stage parce qu'on reçoit régulièrement de nouvelles offres. Ouais. Alors, d'ici quelques mois, puisque c'est pour la prochaine rentrée, comme la CBC refait un peu son site, d'ailleurs en collaboration avec l'EFP, on aura un module aussi pour mettre toutes ces annonces en ligne, ce qui permettra d'améliorer le jeu de l'offre et la demande. Voilà. Peut-être par rapport à cette question, donc le stage en entreprise est-il intégré dans le programme? Au niveau des jours de cours à l'EFP, vous avez
pour les 3 premières années, donc 2 jours de cours. Donc, les cours sont en journée le lundi et le jeudi, toute la journée. Et pour le niveau 2, alors les cours se donnent en soirée, puisque la plupart du temps, les personnes qui ont déjà le niveau 1 sont souvent déjà engagées dans des fiduciaires. Donc, la fin de la formation de la 4e année se passe en soirée. Ça, c'était pour effectivement répondre plutôt aux questions par rapport aux cours et aux stages. Donc, quand vous venez au cours, évidemment, vous n'allez pas au stage, et si vous n'êtes pas au cours, bah, vous allez en stage. Et c'est pour une période de 38 heures semaine. Mais ça, je pense que Myriam l'avait dit au départ. Ok. On a une question maintenant, plusieurs questions par rapport aux dispenses. Notamment une personne qui a fait un baccalauréat en droit qui demande si certaines dispenses peuvent lui être octroyées, et quelqu'un d'autre par rapport aux dispenses, quelqu'un qui a un diplôme d'assistant comptable et sa gestion et son CESS. Donc là, c'est plusieurs questions liées aux dispenses possibles. Alors, les dispenses possibles par rapport, enfin, c'est très compliqué de répondre en ligne comme ça parce qu'elles sont toujours particulières, mais au niveau des bacheliers en droit, oui, il existe certainement des dispenses. Ce n'est pas nous qui les accordons en tant que centre de formation, mais c'est le délégué, pas le délégué à la tutelle, c'est le conseiller pédagogique de la section qui va comparer évidemment les cursus, et donc en fonction d'une réussite de certains cours en bachelier en droit, va comparer le programme et va décider si oui ou non il accorde la dispense. Donc voilà, ces documents de dispense peuvent être introduits. Je pense ça pourra même être introduit dans pas très très longtemps via le site, mais vraiment avant, je ne peux pas vous donner dire voilà, oui, un bachelier en droit vous donne telle et telle et telle dispense. C'est vraiment le conseiller pédagogique qui va prendre cette décision. Par rapport oui, tu me parlais aussi de quelqu'un qui avait, oui, assistant comptable, oui. sa gestion et son CESS. Pour moi, ça, c'est quelqu'un peut-être qui a fait la comptabilité en secondaire, si je ne me trompe. Et donc voilà, le diplôme, ce diplôme-là permet l'entrée dans la formation, et donc voilà, non, il n'y aura pas de dispense. Si c'est les dispenses, enfin, si c'est un diplôme d'humanité, enfin de secondaire, excusez-moi, je suis de la vieille école, de secondaire, pour moi, effectivement, c'est le CESS, et ça ne permettra pas d'obtenir des dispenses complémentaires. Les dispenses complémentaires sera sur base de cursus qui sont au-delà du secondaire. Okay. Nous avons aussi quelques questions un peu plus générales, dont une personne qui demande donc le diplôme est équivalent au baccalauréat. Donc non. Pourquoi? Parce que donc nous sommes un centre de formation en alternance et nous ne sommes pas l'enseignement de plein exercice. Donc vous avez des diplômes qui sont bien effectivement reconnus pour le métier de la comptabilité par l'ITA, et pour le secteur de l'assurance, le diplôme est aussi reconnu par la FSMA. Mais non, nos diplômes ne sont pas équivalents à un bachelier. Il y a aussi une autre question donc, par rapport au statut. Donc, vous n'avez pas le statut d'étudiant. Pourquoi? Parce que c'est une formation de 8 heures de cours par semaine. Et donc, voilà, vous n'avez pas le statut d'étudiant, vous avez un statut d'auditeur. Alors, il y avait aussi une autre question, voilà, à partir de quelle date commencent les inscriptions? Donc, je pense peut-être, Benoît, peut-être tu peux peut-être remettre le slide avec le lien. Donc, on vous invite à partir dès à présent, à partir du 16 mai, donc les inscriptions débutent, et donc vous avez un formulaire de demande d'inscription en ligne. Voilà, qui est repris ici. Il y avait une petite question, Carmelo, pour toi par rapport au métier de courtier d'assurance. Une personne qui demande le salaire moyen
Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Ouais, c'est compliqué parce que d'abord le courtier en assurance indépendant, chef d'entreprise, il va se payer en fonction de son encaissement et donc en fonction de son chiffre, comme tous les indépendants. Donc ça, je peux balayer, je ne sais pas vous répondre, ça dépend de son entreprise. Et maintenant, un employé en assurance, ben, ça dépend de plein de facteurs aussi, puisqu'il y a des barèmes. Le seul point d'attention que je vais me permettre de donner, c'est que tant j'ai bien compris que nos amis comptables étaient un métier en pénurie, nous, on a un métier en extrême pénurie. Ça veut dire que l'âge moyen, c'est 65 ans. Moi, j'en ai 40 et je passe pour un petit jeune. Donc voilà, c'est évidemment, et c'est une question d'offre et de demande, comme l'a dit tout à l'heure M. Van Tornoot. Et effectivement, comme il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres et peu de demandes, c'est un secteur assez bien rémunéré. Et voilà. Et d'ailleurs, le secteur assurance est un secteur qui brasse énormément d'argent. Voilà. L'encaissement de primes est gigantesque et les compagnies d'assurance et les courtiers ont de beaux jours devant eux. Et le courtage en assurance particulièrement, puisqu'on brasse quand même 65% de l'encaissement de primes en Belgique. Donc, le courtage en assurance, effectivement, c'est porteur, c'est bien payé. De là à vous donner un chiffre comme ça à balancer en pâture, je ne peux pas parce que ça dépend des structures dans lesquelles vous allez travailler et ce que vous allez y faire, parce qu'il y a différents stades aussi dans un bureau de courtage ou dans une compagnie d'assurance. Voilà. Oui, merci Carmelo. Encore une question ici par rapport au stage. Bérangère Bourlot qui demande, est-ce que c'est possible de faire les cours au centre de formation et avoir un stage en province? Donc oui, enfin, Myriam, je te laisse peut-être répondre. Oui, donc la réponse est oui, c'est possible. Par contre, si c'est possible en Wallonie. Et alors, pour vous aider dans votre recherche de stage, vous ne serez plus accompagné par le délégué à la tutelle du SFPME, mais par un référent stage de l'IFAPME. L'IFAPME qui est notre homologue wallon. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ok, alors est-ce qu'il y a encore des dernières questions? On peut encore en prendre une ou deux. Il y a peut-être encore une question sur l'organisation des cours. On demande si les cours d'experts comptables se font uniquement en journée ou s'il y a la possibilité d'avoir des cours du soir. Alors, les cours, en tout cas le niveau 1, les 3 premières années se donnent en cours du jour. C'est seulement la dernière année, donc la 4e, qui se donne en cours du soir. Ok, très bien. Oui. Il y avait encore une dernière question ici. Monsieur ici, Gaëtan Stéphane, bonjour, j'ai 11 ans d'expérience en tant que souscripteur d'assurance chez un souscripteur de risques spéciaux, mais je n'ai pas l'accès à la profession de courtier. Certaines dispenses seraient-elles possibles? 2 ans de formation, il y a-t-il une possibilité de passer certains examens pour accélérer la formation? Help, Carmelo, help. Moi, je pense qu'il faut peut-être conseiller à monsieur de passer les examens fait belle fille, nous Certassure, je ne sais pas. Oui, mais je pense qu'on a eu le cas avec quelqu'un en vie qui est un excellent praticien vie qui travaille en compagnie d'assurance, qui pour moi est vraiment la personne référente en vie sur le marché. Et cette personne a dû suivre des cours pour toutes les autres branches. Donc, voilà. effectivement, on peut être très compétent dans un domaine. D'ailleurs, je suis ravi de voir qu'il aime le risque spécial, puisque moi, je donne cours de risques spéciaux aussi. Donc, c'est une matière qui me tient à cœur. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus dans cette matière, donc c'est très bien. Voilà, alors il sera peut-être qu'il aura plus facile lorsqu'il suivra ce cours, puisqu'il comprendra tout mieux que tout le monde, mais il devra quand même aller passer l'examen et le certifier. Et voilà, donc à mon sens, il n'y a pas de dispense, il faut passer les cours et les examens, parce que c'est vraiment pratico-pratique, courtage en assurance, et entre le monde du courtage en assurance et le monde des compagnies d'assurance, c'est deux planètes complètement différentes, hein, qui collaborent ensemble, mais vraiment, on ne vit pas dans le même monde et on ne pratique pas de la même manière. Donc, voilà, donc, pour moi, à mon sens, il faut suivre les cours, effectivement.
Mais Ok, vraiment, moi, pour merci, toutes des questions beaucoup plus précises comme ça, je pense que vraiment, venez nous rencontrer dimanche. Hein, c'est super important. Il y aura des formateurs, des apprenants hein, qui sont dans le cursus, qui pourront vous expliquer comment ça se passe concrètement. Nous, on sera là aussi pour répondre à vos questions peut-être de façon plus précise. Donc, voilà, on est vraiment, on sera vraiment là pour vous dimanche toute la journée. Voilà, merci Vinciane pour ce rappel par rapport à dimanche. Justement, oui, donc dimanche, c'est la porte ouverte donc, en présentiel, donc ce dimanche 15 mai. Donc de 10 à 17 heures, l'EFP ouvre ses portes et donc vous pourrez rencontrer les formateurs, le personnel et poser vos questions plus spécifiques peut-être et prendre le temps d'avoir une réponse complète. Donc c'est ce dimanche et c'est ouvert à tous évidemment. Et aussi les inscriptions, comme on le voit à l'écran, donc c'est à partir du 16. Donc ici pour, c'est des formations adultes ici. Donc il y aura le formulaire disponible en ligne à partir du 16 mai, donc lundi. Voilà. Il y a peut-être une dernière question, peut-être une toute dernière avant de clôturer cet atelier. Ah oui, j'ai aussi un sondage à vous proposer. Mais est-ce que éventuellement une dernière question avant le sondage ou pas? Oui, attends, il y en a Ouais. une. Je vais juste remonter. C'était une question peut-être un petit peu plus... Là, j'ai invité dans le chat les personnes à venir dimanche, mais s'il y a encore le temps pour une question. Iman ici qui met « Bénéficiant d'un bachelier en droit, j'aimerais savoir quelles sont les dispenses, mais ça on l'a vu. En outre, cette formation peut-elle être combinée avec des études en droit et est-ce que ça peut faciliter la recherche d'un travail pour la suite ou est-ce que ce sont des domaines qui sont peut-être un peu trop éloignés ?» Et donc ça, c'est pour la formation d'expert comptable. Après, il ne faut pas oublier que le stage est obligatoire, donc concilier à la fois un enseignement de plein exercice plus un enseignement en alternance, ça me paraît vraiment assez compliqué. Hein, mais c'était également une question d'Imen, justement. Voilà, je ne veux pas interférer là-dedans, mais il me semble voilà, que déjà concrètement, ça me paraît très compliqué. Ok. Et ici, je vois, je pense, une personne qui demande les débouchés pour les niveaux 1 et 2 et l'explication de l'ITA. Je pense que... Oui, alors vraiment pour l'ITA, vraiment, je vous invite vraiment à venir dimanche. Ils seront là en présence et ils expliqueront ça bien mieux que moi. Par rapport au débouché niveau 1, niveau 2, en fait, le débouché, il est le même, si ce n'est que vous allez un petit peu plus loin. Donc, après le niveau 1, vous avez un diplôme qui vous permet déjà de vous inscrire effectivement à cet institut, à l'ITA, mais vous n'avez pas l'ensemble des dispenses, puisque pour rentrer à l'ITA, vous devez, en gros, hein, j'essaye de raccourcir, vous devez présenter des examens d'admission et ces examens d'admission, vous pouvez obtenir des dispenses en fonction du cursus que vous avez fait précédemment. Avec le cursus niveau 1, vous obtenez quelques dispenses, mais pas l'entièreté des dispenses. Avec le niveau 2, vous allez beaucoup plus loin et presque l'ensemble, pour moi, un maximum de dispenses peut être obtenu après le niveau 2. Donc voilà, c'est un petit peu la différence. Donc c'est une sortie un an avant, mais qui vous permet déjà de faire des démarches, peut-être d'être engagé auprès d'une fiduciaire et éventuellement de continuer le cursus et vraiment d'aller beaucoup plus loin dans vos compétences et dans vos apprentissages. Ok, Je ne sais pas merci si Vinciane. Monsieur Lyon veut rajouter quelque chose ou Marc par rapport à ça, mais je pense avoir essayé de… C'est très clair. Voilà, c'est très clair. À l'ITA, on a un sac à dos et on le remplit avec des compétences. Et bon, il y a un moment où le parcours du sac à dos, il va de 3 à 7 ans en fonction de ce qu'on a eu. Et donc, c'est vrai qu'en faisant le débouché 2, on va aller plus vite à la fin, quoi. Évidemment, on ne fait pas gymnastique et on ne fait pas marketing. Il y a des cours qu'on ne donne pas. Donc, gymnastique, je rigole évidemment, mais peut-être marketing ou peut-être des choses comme l'international. Bon, à ce moment-là, il y a encore des examens à passer, mais c'est beaucoup moins, quoi. Hein, et alors, à ce moment-là, au plus loin on va déjà à la CBC, au plus court sera le parcours à l'ITA. Voilà. Ok, merci à tous. Alors,
je vais, avant de clôturer, je vais lancer le sondage pour voir un peu si le contenu de cet atelier vous a plu, a répondu à vos questions et si éventuellement savoir si vous seriez intéressé par la formation. Voilà, donc je laisse quelques minutes pour le vote et pendant ce temps, je répète donc ce dimanche 15 mai, n'hésitez pas à venir à l'EFP, vous pourrez en apprendre davantage. Vous pourrez peut-être, si maintenant il y a des questions qui n'étaient pas très claires ou des réponses qui ne répondaient pas tout à fait à vos interrogations, vous pourrez prendre le temps de manière plus posée pour les poser, justement. Et aussi, voilà, donc j'en profite pour remercier tous nos intervenants, nos formateurs, le secteur, donc Monsieur Terrassi, Monsieur Lyon, Vinciane, Myriam, Monsieur Van Ternoot et Caroline et Sylvain pour le chat. Voilà, merci à tous d'avoir participé et merci à tout le monde de vous intéresser à la formation en alternance et d'être venu à cet atelier. Voilà, alors, quel timing, Benoît. Ah bravo. Oui, j'ai la montre en main, effectivement, il reste quelques secondes. Voilà, merci beaucoup. Bonne Merci soirée à tous. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir, Au revoir. bonne soirée.